Après avoir repris conscience, un homme riche surprend une conversation entre sa femme et fait semblant d'être mort. « Bonjour, bienvenue. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. » Lucas se réveilla brusquement, comme si un interrupteur invisible avait été actionné, ramenant sa conscience bien que son corps ne réagissait pas. Il ouvrit légèrement les yeux et vit qu'il se trouvait dans une pièce si blanche qu'il dut à nouveau les plisser. La lumière était intense, artificielle, et se reflétait sur les surfaces stériles qui l'entouraient. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de s'adapter, mais son esprit était embrumé, comme s'il était immergé sous l'eau. Son corps lui semblait étranger, lourd, comme s'il ne lui appartenait plus. L'effort pour bouger, ne serait-ce qu'un doigt, lui semblait colossal, et après plusieurs tentatives infructueuses, la panique commença à s'insinuer. Il pouvait entendre le faible bip d'une machine, rythmé et régulier, quelque part à proximité, mais cela semblait lointain, comme un écho dans un rêve. Seules pensées commencèrent à s'emballer. Où suis-je? Que s'est-il passé? Il ne se souvenait plus de comment il était arrivé là, ni pourquoi. Le dernier souvenir clair qu'il avait était rien. Son esprit était une ardoise vierge, comme si le moment avant ce réveil avait été effacé. Il essayait de reconstituer quelque chose, mais la brume dans sa tête restait impénétrable. Il balaya la pièce du regard, dans la mesure de sa vision limitée. Le plafond, blanc et lisse, s'étendait au-dessus de lui. Il n'y avait pas de fenêtre, aucun signe de vie à part les machines. Un léger bourdonnement remplissait le silence, mécanique mais froid. Allongé là, incapable de bouger, Lucas tenta de se concentrer sur sa respiration, de se calmer. Il devait comprendre. Pourquoi je ne peux pas bouger? Pourquoi je ne peux pas me souvenir? Monsieur, où suis-je? Pourquoi mon corps est-il si faible et impuissant? Comment suis-je arrivé ici? Murmura Lucas, sa voix à peine audible. La réponse ne vint pas d'une personne, mais d'un faible sifflement et bip des appareils médicaux qui l'entouraient. L'air froid et stérile de la pièce semblait épais, alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. Il força ses yeux à s'ouvrir, mais la lumière crue au-dessus de lui l'aveugla momentanément, rendant tout flou autour de lui. Le bourdonnement dans ses oreilles ajoutait à sa confusion, rendant difficile la concentration sur autre chose que la douleur sourde qui se propageait dans son corps. Sa respiration s'accéléra alors que la douleur s'intensifiait, devenant une pulsation intense, presque insupportable. Chaque nerf semblait en feu, mais pire que la douleur était la soif écrasante qui le frappa soudainement. Sa gorge était comme du papier de verre, sèche et rugueuse, mais aucune eau n'était en vue, et aucun infirmier ou médecin ne semblait être à proximité. Luttant pour bouger, il sentit la traction des perfusions connectées à ses bras et baissa les yeux pour voir les moniteurs suivant ses signes vitaux. Son corps, désormais un enchevêtrement de tubes, capteurs et bandages, lui semblait étranger. Ce n'était pas seulement la douleur qui l'immobilisait, mais un sentiment terrifiant d'impuissance. Combien de temps était-il resté ici? Son esprit s'emballait, essayant de rassembler des fragments de mémoire. Mais il n'y avait rien, juste un vide à l'endroit où les derniers jours, voire les dernières semaines, auraient dû se trouver. L'odeur stérile de l'antiseptique remplissait ses narines, un rappel constant qu'il se trouvait dans un hôpital. Il plissa les yeux à travers les fentes étroites de ses paupières, essayant de distinguer les détails de la pièce. Elle était froide, clinique, et dominée par des machines qui bourdonnaient et ronronnaient, leur bip rythmique étant la seule preuve que le temps passait. Pendant un bref instant, Lucas se demanda s'il s'agissait d'un cauchemar. La légèreté de son corps, l'incapacité de contrôler pleinement ses mouvements, tout semblait irréel. Pourtant, la douleur était trop réelle, trop vive, pour être autre chose que la réalité. Ses doigts frémirent légèrement, testant les limites de sa mobilité. Ils bougèrent à peine. La panique monta en lui, mais il n'avait pas la force de réagir. Il resta là, immobile, piégé dans son propre corps. Il pouvait entendre le faible bruissement de pas à l'extérieur de la porte. Peut-être une infirmière, un médecin, quelqu'un qui pourrait lui dire ce qui se passait, quelqu'un qui pourrait lui donner l'eau que son corps désirait si désespérément. Mais la porte resta fermée et la pièce resta silencieuse, à l'exception des machines veillant attentivement sur son corps brisé. L'esprit de Lucas vagabondait alors qu'il luttait pour rester éveillé.
Cette pensée dérivait vers sa femme, Bianca. Où était-elle? Pourquoi n'était-elle pas là? Elle aurait certainement été informée. Un profond sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine. Il se souvenait de la tension entre eux avant que tout cela n'arrive, de l'indifférence froide qui avait grandi dans leur mariage au fil des ans. Était-elle même inquiète pour lui? L'idée de ses mains, toujours méticuleusement manucurées, fouillant maintenant dans ses affaires, ses papiers, lui glaçait le sang. Une soudaine pointe de peur le traversa, alors que sa mémoire commençait à se clarifier, juste un peu. Le restaurant, l'accident. Y avait-il eu un accident? Son esprit était trop embrumé pour se rappeler des détails, mais il se souvenait vaguement du crissement des pneus, de l'odeur du caoutchouc brûlé, puis de l'obscurité. C'est peut-être ainsi qu'il s'était retrouvé ici, blessé et à peine accroché à la vie. Une autre vague d'épuisement l'envahit, l'entraînant plus profondément dans l'épaisse couverture de la fatigue. Ses pensées se brouillèrent, chacune plus décousue que la précédente. « Je dois survivre à ça », pensa-t-il faiblement. « Je ne peux pas les laisser gagner, ni Bianca, ni personne. » Mais aussi fort qu'il essayait de rester éveillé, son corps avait d'autres plans. Ses yeux se fermèrent à nouveau, et le monde autour de lui glissa dans l'obscurité. Au début, le son semblait si étouffé et lointain que Lucas douta de pouvoir entendre quoi que ce soit. Mais ensuite, une voix très familière retentit à proximité, faisant battre son cœur plus vite. C'était la voix de sa femme, Bianca. Oui, il n'y avait aucun doute. Le même ton et la légère hésitation dans la façon dont elle prononçait certains mots la trahissaient complètement. Lucas se tendit soudain, essayant de signaler Bianca d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il entendit le son de la porte s'ouvrir. L'homme d'affaires se prépara, s'attendant à entendre n'importe quoi, sauf ceci. « Docteur Silvera, bonjour. Dites-moi comment va mon mari, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va rester longtemps dans cet état végétatif et souffrir? Peut-être qu'il vaudrait mieux prendre des mesures plus radicales ?» demanda Bianca, ajoutant une touche de tristesse à sa voix. Il y eut une pause tendue dans la pièce pendant un moment, puis le médecin de garde répondit « Je vais vous donner un conseil. Ne mettez pas Dieu en colère. Espérez le meilleur. Votre mari n'a pas beaucoup de chance, mais vous ne devez pas abandonner. Je vous conseille également de passer moins de temps près de lui pour éviter la possibilité de l'infecter. Vous serez immédiatement informé, mais pour l'instant, je vous conseille fortement de quitter la chambre. » « Très bien, bien sûr, vous avez raison. Pardonnez-moi, je comprends, » répondit Bianca d'une voix douce. Et peu de temps après, Lucas entendit des pas s'éloigner et la porte se refermer. Il en déduisit que le médecin était parti, tandis que Bianca restait à son chevet, perdue dans ses pensées. Soudain, le businessman entendit distinctement la sonnerie mélodieuse d'un téléphone dans l'unité de soins intensifs. Cela semblait si irréel qu'il commença à douter de la réalité de tout ce qui se passait. Il n'avait jamais aimé écouter aux portes et considérait cela comme un acte honteux et indigne pour quelqu'un de son statut. Après tout, il était le propriétaire de l'un des meilleurs restaurants de la ville. Si Lucas avait été en bonne santé à ce moment-là, il serait certainement sorti de la pièce pour laisser Bianca parler en privé. Mais comme il ne le pouvait pas, il fut contraint d'écouter toute la conversation. « Allô, chérie, c'est toi? Ton numéro m'était inconnu. Tu en as encore changé? » « Oui, le testament. Je l'ai rédigé, bien sûr. »« Où va-t-il? » »« Oui, j'ai tout lu. C'est exactement comme je le voulais, grâce au notaire qui l'a révisé. Pas gratuitement, évidemment, mais il faut bien payer pour tout. Oui, tu le sais bien. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, le cœur de Lucas se mit à battre furieusement. Avec qui Bianca parlait-elle de façon si douce? Elle ne faisait pas que parler, elle chuchotait presque. Est-ce possible? Et de quoi parlait-elle exactement? Du testament? Mais ce qu'elle dit ensuite dissipa enfin tous les doutes. « Oui, chérie, je viens d'entrer dans la chambre. Eh bien, que dire? Mon chéri est là, comme un légume, pas de véritable changement. Je suppose qu'en fonction de ça, gère le restaurant comme tu le souhaites, et quand Lucas ne sera plus là, je prendrai le relais comme il se doit. Bon, je dois y aller maintenant. J'ai encore des choses à faire. Je t'aime. À bientôt. » Une telle audace laissa Lucas sans souffle. Il était incompréhensible qu'elle parle de la mort imminente de son mari en sa présence, le qualifiant même de légume. Méritait-il vraiment un tel traitement? Pendant ce temps, allongé dans son lit d'hôpital,
Lucas ne comprenait toujours pas pourquoi les capteurs, qui auraient dû avertir l'équipe médicale qu'il avait repris connaissance, n'avaient pas fonctionné. Il avait vu quelque chose de similaire dans un film à la maison, dont il ne se souvenait plus du titre. Mais l'essence était gravée dans sa mémoire à jamais. Cependant, c'est une chose d'observer de l'extérieur et une autre complètement différente d'en être la victime, surtout lorsque votre conjoint vient de vous trahir aussi facilement. Lucas n'avait aucun doute sur la trahison. Mais qui l'avait sauvé des flammes qui avaient englouti la voiture? Qui avait osé risquer sa propre vie pour lui? À ce moment-là, sa conscience se troubla, revenant par vagues de mémoire à l'événement qui s'était produit ce jour fatidique. Le matin de Lucas Almeida, propriétaire du restaurant haut de gamme, commença comme d'habitude, à peine différent de tous les précédents. Comme toujours, il se leva avec les premiers rayons du soleil, alors que la plupart des habitants de la ville dormaient encore paisiblement dans leur lit. Depuis les fenêtres de sa maison, il avait une vue imprenable sur la ville, qui commençait tout juste à s'animer dans sa routine quotidienne. Tout d'abord, Lucas prépara son propre petit déjeuner, simple mais délicieux et nutritif. Il se servit un jus d'orange et fit rapidement cuire des œufs avec du bacon. Il passa ensuite quelques minutes à faire des exercices pour réveiller complètement son corps et remettre ses muscles en forme. Tentant de mener une vie saine, il n'insistait jamais sur ses points de vue et ne forçait jamais son épouse à suivre son exemple. Chacun est différent, et Bianca ne faisait pas exception. Lucas, par exemple, était végétarien et ne consommait pas de produits d'origine animale, mais il comprenait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de juger ceux qui mangeaient de la viande. Saisissant un plateau avec son petit déjeuner préparé, Lucas sortit sur la vaste terrasse et s'assit à la table. En raison de l'hiver, la terrasse était fermée, avec une petite cheminée dans le coin. Profitant de l'air frais du matin et du silence, il réfléchit au projet de la journée pour s'assurer qu'il pourrait accomplir tout ce qu'il avait prévu. Bianca dormait encore à ce moment-là, ce qui rendit Lucas un peu solitaire. Après le petit déjeuner, le businessman enfila son costume préféré et se dirigea vers le travail. Il essayait toujours d'arriver avant l'ouverture pour voir qui arrivait à l'heure, et qui, au contraire, était en retard. Il n'aimait pas les retards, bien qu'il s'abstienne de juger ceux qui étaient retardés par nécessité, comme Isabella, la plongeuse, qui vivait de l'autre côté de la ville et devait prendre le bus pour venir travailler. Lucas savait très bien que les transports sur cette ligne étaient très peu fiables, surtout par mauvais temps, lorsque le rythme habituel de la ville était perturbé et que les employés municipaux devaient gérer les conséquences des éléments. C'est ainsi que cela se passa ce jour fatidique, lorsque la neige commença à tomber le matin. Au début, elle tombait doucement, tourbillonnant en petits vortex emportés par de fortes rafales de vent, puis elle passa à une phase plus active, recouvrant rapidement les toits de chapeaux blancs. Lucas adorait ce genre de temps, bien qu'il sache que les recettes d'aujourd'hui seraient faibles. Quand une tempête de neige fait rage dehors, les habitants de la ville ne se précipitent pas dans les restaurants pour dîner avec un verre de quelque chose de délicieux et aromatique. En garant la voiture à l'entrée, Lucas releva le col de son manteau et sortit momentanément du domaine du confort et de la commodité. Une forte rafale de vent lui lança immédiatement une poignée de neige au visage, le faisant frissonner et se hâter d'entrer. Le concierge, Pedro, était déjà occupé avec sa pelle, s'efforçant de dégager les marches avant l'arrivée du propriétaire du restaurant. Voyant Lucas, le vieil homme leva la main en signe de salut. « Bonjour, Seigneur Almeida. La neige est bien tombée aujourd'hui, et elle continuera. Ça vous donnera mal aux os. »« Bonjour, Pedro. Vous êtes encore en train de lutter seul contre la neige ? J'ai dit au vigile de vous aider, » commenta Lucas, mais le concierge agita simplement la main. « Oh, ça va. Je peux gérer, Lucas. J'y suis habitué, vous savez. C'est comme de l'exercice pour moi. Quelques coups de pelle et mon corps se sent à nouveau normal. » Le businessman sourit. « Exercice, vous dites ? Eh bien, donnez-moi cette pelle. Je vais m'échauffer maintenant, faire circuler le sang. » Le concierge tenta de protester, mais le jeune directeur resta ferme et ne céda que lorsqu'il eut pris l'outil indispensable de ses mains. Dans la tempête de neige, les passants du restaurant semblaient surpris de voir le respectable homme d'affaires manier habilement une pelle, déblayant les marches enneigées. Pedro hocha la tête respectueusement. « Je vois que vous êtes plutôt habile à cela, Lucas. Où avez-vous eu tant de pratique ?» Lucas sourit. « Où d'autre ? Au village, bien sûr.
Chez mon grand-père, dans les périphéries reculées. Il y avait beaucoup de pêche là-bas. Je ne suis pas trop chasseur, vous savez, mais cueillir des champignons, des baies ou pêcher, je suis toujours partant pour ça. Il y avait toujours beaucoup de neige en hiver. Vous vous réveilliez et il faisait noir dans la cabane. Toutes les fenêtres étaient couvertes de neige. Vous preniez une pelle et vous vous mettiez au travail. Le concierge regarda le propriétaire du restaurant avec une sympathie non dissimulée. Lucas était un homme bon, ne blessant jamais personne par ses mots ou ses actions, et le défendant même parfois, surtout contre l'administrateur, qui aimait harceler les employés plus faibles. Je m'en souviendrai, vaurien. La voix de Rodrigo résonna à travers le vent cinglant, à peine audible au-dessus des rafales hurlantes. Et le voilà, Seigneur Almeida, que faites-vous? Le vent est si fort et vous pensez à déblayer la neige. Vous allez attraper froid, c'est sûr. Où serions-nous sans vous alors? Lucas s'arrêta en plein mouvement, s'appuyant légèrement sur sa pelle tandis que le vent fouettait son visage, transperçant son manteau. Il se tourna lentement, croisant le regard de Rodrigo. Pendant un moment, les deux hommes restèrent là, l'air froid tourbillonnant autour d'eux, les flocons de neige dansant dans l'espace entre eux. Lucas ne sia pas et ne répondit au simagrée de Rodrigo que par un regard calme et posé. Il savait exactement ce que l'administrateur faisait, feignant de s'inquiéter, jouant le rôle du collègue excessivement préoccupé. Tout cela faisait partie du jeu de Rodrigo, la même insincérité à laquelle Lucas s'était habitué. Le ton exagéré, les grands gestes, tout chez Rodrigo à ce moment-là était calculé, conçu pour se mettre en valeur tout en sapant les actions de Lucas. C'était presque amusant à quel point c'était transparent. Rodrigo faisait toujours son cinéma, surtout lorsqu'il y avait un public ou que cela servait ses intérêts. Mais Lucas savait mieux que de se prêter à ce jeu. Il avait appris depuis longtemps que le charme de Rodrigo n'était qu'un masque qui tombait bien trop facilement quand les choses ne tournaient pas à son avantage. Lucas ne répondit pas immédiatement, laissant le poids du silence planer entre eux. Il voulait que Rodrigo ressente ce vide, qu'il réalise que ses mots n'avaient aucun pouvoir ici. Le sourire de l'administrateur vacilla légèrement tandis que Lucas se redressait et s'appuyait sur sa pelle, maintenant le regard de Rodrigo avec la même calme et maîtrise. « La neige doit être déblayée, Rodrigo, » dit Lucas, d'une voix stable, quoique suffisamment basse pour à peine se faire entendre dans le vent. Mieux vaut le faire maintenant avant qu'elle ne s'accumule. Rodrigo ricana, mais le son était creux, un écho vide contre le vent mordant. Sous ce rire forcé, l'impatience commença à se glisser dans sa voix, trahissant la frustration qui se cachait juste sous son masque de préoccupation. « Allons, Seigneur Almeida, laissez les autres s'en occuper, voulez-vous? Pas besoin de risquer votre santé dans ce temps. Vous êtes le cœur de cet endroit. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous avoir alité avec de la fièvre. » Ces mots étaient teintés d'une fausse chaleur, chaque phrase dégoulinant du même charme insincère que Rodrigo maniait comme une lame bien aiguisée. Lucas l'avait déjà vu à l'œuvre, cette performance soignée de bienveillance qui semblait toujours un peu trop fluide, un peu trop répétée. C'était le genre de charme qui tentait de désarmer, de s'insinuer subtilement dans une conversation, tout en manipulant la situation en faveur de Rodrigo. Lucas se redressa légèrement, serrant un peu plus fort la pelle dans sa main, bien qu'il ne répondit pas immédiatement. Depuis longtemps, il avait appris à reconnaître les tactiques de Rodrigo, pour CUE qu'elles étaient, égocentriques et calculées. L'homme avait un talent pour jouer le rôle du collègue préoccupé, mais ses motivations étaient toujours évidentes pour ceux qui prenaient le temps d'y prêter attention. Rodrigo ne se souciait pas du bien-être de Lucas, il se préoccupait du contrôle. Que ce soit sur les situations, les gens ou même les plus petits détails, Rodrigo prospérait en s'assurant que tout fonctionnait à son avantage. Lucas croisa le regard de Rodrigo, son expression calme mais résolue. Il n'allait pas se laisser manipuler par des artifices à peine voilés. La vérité, c'était que Lucas était fier de faire le travail lui-même, d'être présent et actif, surtout lorsque les autres s'attendaient à ce qu'il délègue et se retire. C'était ce qui faisait de lui le cœur du lieu, comme Rodrigo l'avait dit. Sa volonté d'être là, de diriger par l'exemple, sans se cacher derrière des titres ou fuir ses responsabilités. « J'apprécie ton inquiétude, Rodrigo », répondit enfin Lucas d'une voix posée, bien que légèrement teintée d'une pointe d'ironie. « Mais c'est rien que je ne puisse gérer. » Le sourire de Rodrigo vacilla, son charme glissant un instant, remplacé par une lueur de frustration qu'il dissimula rapidement.
Bien sûr, répondit Rodrigo, sa voix toujours légère mais avec une tension perceptible. Je pense juste à l'ensemble, tu vois. On ne peut pas laisser le capitaine diriger le navire s'il est alité. Ces paroles étaient empreintes d'une autre couche d'insincérité, une ultime tentative de dévier Lucas de son chemin, de lui faire croire que continuer son travail serait une erreur. Mais Lucas n'était pas influencé. Il fit un bref signe de tête à Rodrigo et se remit à sa tâche, le bruit de la pelle raclant la neige rompant la tension entre eux. La conversation était terminée, et Lucas n'avait aucune intention de jouer plus longtemps au jeu de Rodrigo. Derrière lui, Rodrigo resta un moment de plus, son expression indéchiffrable alors qu'il observait Lucas travailler. La préoccupation feinte, le charme, tout cela avait échoué à détourner Lucas de sa voix. Et tandis que Rodrigo se retournait et s'éloignait, ses pas se perdant dans le vent, Lucas ressentit une satisfaction silencieuse. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Rodrigo, ni de ses théâtrales préoccupations. Ce qui importait, c'était le travail devant lui, l'engagement qu'il avait envers les gens et l'endroit qu'il avait contribué à bâtir. Et Lucas savait qu'aucun charme, manipulation ou fausse inquiétude ne pourrait jamais changer cela. Lucas sourit, mais son sourire ne toucha pas ses yeux. Il comprenait le jeu auquel jouait Rodrigo, et plus encore, il comprenait pourquoi. L'administrateur aimait affirmer sa dominance de manière subtile, rappelant aux autres leur place, comme si suggérer que Lucas ne devait pas être ici à travailler était une façon de le maintenir en échec. Mais Lucas n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'être choyé, ni de l'approbation de Rodrigo. Il avait bâti sa réputation sur le travail acharné et l'intégrité, des valeurs que Rodrigo ne faisait que prétendre partager. « Je vais m'en sortir », dit finalement Lucas, en tournant le dos à Rodrigo et en reprenant son travail, la pelle raclant contre le sol couvert de neige. Il n'y avait pas besoin de poursuivre la conversation. Il avait fait comprendre son point de vue. Lucas n'était pas influencé par des paroles superficielles et ne se sentait pas obligé de jouer au jeu de Rodrigo. Derrière lui, Rodrigo resta un moment de plus, observant Lucas continuer à pelleter, le vent mordant son manteau. Malgré toutes ces simagrées, Rodrigo savait quand il avait perdu le contrôle d'une situation. Et avec un dernier rire, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Lucas à la neige et au vent. Le ciel au-dessus s'était teinté d'un gris acier, lourd de la promesse de nouvelles chutes de neige, et le froid mordant s'accrochait à chaque surface. Les mouvements de Lucas étaient lents mais réguliers, chaque coup de pelle envoyant une nouvelle vague de neige sur le côté, la répétition de ses gestes étant la seule chose qui occupait son esprit. Son souffle formait des nuages irréguliers, se mêlant au vent cinglant qui fouettait son visage, piquant sa peau comme des aiguilles. Les pas de Rodrigo crissaient dans la neige alors qu'il s'éloignait, le bruit progressivement englouti par le vent hurlant. Il n'y avait pas besoin de confrontation supplémentaire. Il avait fait comprendre son point de vue, et c'était désormais le problème de Lucas. Rodrigo avait toujours été un homme qui prospérait dans le contrôle, manipulant les situations avec aisance. Mais il y avait des moments, comme celui-ci, où il sentait les fils lui échapper. En marchant, l'esprit de Rodrigo bouillonnait. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Il avait calculé chaque geste, chaque mot. Mais Lucas n'avait pas réagi comme prévu. Au lieu de céder sous la pression, Lucas était resté silencieux, presque défiant, continuant sa tâche comme si rien d'autre n'importait. Cela avait déstabilisé Rodrigo. Cette résistance inattendue l'avait perturbé. Mais au lieu de se battre, il choisit de battre en retraite, laissant Lucas dans le froid, seul avec ses pensées. Pendant ce temps, Lucas continuait à pelleter. Le poids de la présence de Rodrigo se faisait encore sentir derrière lui, même si l'homme était parti. Il pouvait sentir la tension dans l'air se dissiper lentement, remplacée par le froid implacable qui pénétrait à travers ses gants, engourdissant ses doigts. Mais il ne s'arrêta pas. Le rythme de son travail était tout ce qui le maintenait ancré, une façon de traverser le chaos dans son esprit. La neige tombait plus fort maintenant, effaçant les traces de Rodrigo derrière lui, comme s'il n'avait jamais été là. Lucas le regarda partir du coin de l'œil, puis continua son travail. La neige serait bientôt déblayée, et Lucas, malgré les simagrées de Rodrigo, serait toujours debout. « Allons, Rodrigo, ce n'est rien. Je ne suis pas un enfant, après tout. Dis-moi, comment vont les choses au restaurant? Les fournisseurs ne nous ont pas laissé tomber, et tout le personnel est au travail ?» À la mention de ce dernier point, l'administrateur grimaça comme s'il avait mal aux dents.
Dansant dans le vent froid, Rodrigo répondit « Oui, tout est en ordre, sauf cette plongeuse. Comment s'appelle-t-elle ? Isabella, je crois. Peu importe combien tu la réprimandes, elle n'arrive jamais à l'heure. » Lucas regarda avec désapprobation et, tendant l'appel au concierge, dit « Rodrigo, tu sais très bien qu'Isabella a 4 enfants, qu'elle élève seule d'ailleurs. Et je t'ai demandé de ne pas l'appeler plongeuse. Isabella est une travailleuse de cuisine, ou un membre du personnel de cuisine. Apprends à respecter tes subordonnés. Sans cela, tu ne peux pas établir un bon flux de travail. » La remarque du patron fut si tranchante que l'administrateur sursauta et jeta un coup d'œil furtif au concierge. Quel dommage. Il avait entendu clairement. Regarde-le, souriant d'une oreille à l'autre, sans la moindre honte. Eh bien, peu importe. Traitez avec le patron d'abord, puis resserrez les vis avec tout le monde. À ce moment-là, la silhouette voûtée d'une jeune femme apparut au coin, se hâtant autant que possible à travers la neige. « Ah, voici Isabella maintenant », ricana Rodrigo. « Alors, quelle est l'excuse cette fois ? Le bus est tombé en panne ? Ou tu as trouvé quelque chose de plus créatif ?» L'administrateur commença, mais s'interrompit sous le regard perçant de Lucas. « Je suis désolé, Seigneur Brown. Le bus a dû faire un détour et j'ai dû trouver une autre route, » répondit Isabella d'une voix d'excuse, baissant les yeux, son nez devenant rouge. « C'est bon. Rentre et assure-toi que tout est en ordre. Nettoie bien la vaisselle pour qu'elle brille quand j'allumerai les lumières, » conclut Rodrigo d'un air sévère. Isabella se précipita vers la porte d'entrée, mais à ce moment-là, elle trébucha maladroitement sur une marche et la semelle de sa botte glissa sur la surface. Lucas réagit le premier, soutenant Isabella à l'instant le plus dangereux. « Oh merci. Désolée d'être aussi maladroite, » commença-t-elle à s'excuser. « Ne t'excuse pas, Isabella. Ce n'est pas ta faute. Mais peut-être que Rodrigo devrait enfin se mettre au travail et répandre un peu de sel sur les chemins, » commenta Lucas, en insistant sur le dernier mot. Après cela, il prit la main d'Isabella pour l'aider à monter les marches glissantes. Bien qu'il ne portât pas de gants, sa paume était très chaude, comme celle d'un homme d'affaires. Mais ensuite, quelque chose de très étrange se produisit. Isabella poussa soudain un cri fort et retira brusquement sa petite main. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es blessé ?» demanda Lucas avec inquiétude. Isabella baissa les yeux, serrant sa main en poing. Elle semblait effrayée, comme si elle n'était plus elle-même. « Je suis désolé. S'il vous plaît, ce n'est pas votre faute. Ça doit être mon imagination. Encore désolé. » parvint-elle à dire. La peur se lisait dans ses yeux, une peur que Lucas pouvait presque sentir dans l'air. Mais de quoi s'agissait-il ? Qu'avait-il fait de mal ? Lui avait-il serré la main trop fort ? Non, cela ne semblait pas être le cas. Il secoua la tête, perplexe, puis se hâta de suivre Isabella. Le businessman la rattrapa dans le couloir et l'appela doucement, essayant d'éviter d'attirer l'attention des autres. « Isabella, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu réagi de manière si étrange ?» Elle se figea et le regarda avec une étrange pitié. « Je suis désolé, c'est à cause de mes visions. »« Quelle vision ?» s'exclama Lucas, confus. Isabella pâlit. « Eh bien, celles qui se réalisent, tu sais, celles qui sont réelles. Elles ont commencé à l'école quand je me suis cogné la tête pendant un cours de sport. On grimpait à la corde et je suis tombé. Ce n'était pas une grosse chute, mais c'est à ce moment-là que tout a commencé. » Le businessman fronça les sourcils. « Et qu'as-tu vu dans ces visions, si je peux me permettre de demander ?» Les larmes envahirent soudain les yeux d'Isabella. « C'est un accident de voiture. De quelle couleur est ta voiture ? Vert foncé. Quand j'ai touché ta main, j'ai tout de suite su que la voiture serait impliquée dans un terrible accident. Mais ce ne sera pas de ta faute. Ce sera quelqu'un de très proche de toi. Je l'ai vu au moment où j'ai touché ta main. C'était comme un éclair. » Lucas regarda son collègue avec ironie, un demi-sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Il ne croyait pas aux prophéties, pas une seconde. Pour lui, c'était une pure perte de temps, juste des bêtises déguisées pour exploiter les peurs ou les espoirs des gens. Voyants, médiums, lecteurs de boules de cristal, c'étaient tous des charlatans, du moins selon lui. Il y avait bien eu une femme une fois, quand il était encore étudiant à l'université, qui avait regardé dans son avenir et prédit un long chemin semé d'embûches vers le succès. Elle l'avait mis en garde contre les luttes et les retards, affirmant que le succès ne viendrait qu'après des années de difficultés. Cela avait presque semblé plausible. Mais Lucas n'y avait pas cru. Son ascension éventuelle là où il se trouvait aujourd'hui
n'avait rien à voir avec des prévisions mystiques. C'était uniquement du travail acharné, de la persévérance et peut-être une touche de chance. Si tant est que sa prédiction vague ait pu s'appliquer à n'importe qui. « Monsieur Almeida, vous êtes sûr? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet, » dit Isabella doucement, sa voix teintée d'appréhension alors qu'elle le regardait nerveusement. Il était clair qu'elle ne croyait pas totalement à sa propre certitude, mais quelque chose l'avait poussée à en parler. Lucas s'adossa à sa chaise, toujours amusé. Isabella était une bonne assistante, loyale et consciencieuse. Mais ça, il ne pouvait s'empêcher de rire intérieurement à l'idée qu'elle croyait vraiment à de vieilles superstitions, ou pire, à une prémonition à moitié cuite qu'elle avait entendue par ouï-dire. « Je suis désolé, monsieur Almeida, » poursuivit Isabella, se tordant légèrement les mains. « Mais j'ai entendu de sources fiables que vous devriez éviter de conduire pendant les prochains jours. Cela pourrait être dangereux. » Lucas haussa un sourcil, intrigué davantage par son inquiétude que par l'avertissement lui-même. Il trouvait ça charmant, d'une certaine manière, qu'elle s'inquiète assez pour être préoccupée par quelque chose d'aussi irrationnel. Dangereux? Il sourit, se penchant légèrement en avant. « Isabella, je conduis depuis plus de 10 ans. Pas une égratignure, pas une amende. Je conduis toujours prudemment. Je ne dépasse jamais la limite de vitesse. Et je ne suis certainement pas imprudent. Croyez-moi, un accident n'est pas dans mon avenir. » L'expression d'Isabella ne changea pas beaucoup. Son inquiétude restait gravée sur son visage et elle hésitait, comme si elle ne savait pas s'il fallait insister davantage. Lucas pouvait sentir qu'elle craignait sincèrement pour lui. Et pendant un moment, il envisagea de lui faire plaisir. Après tout, qu'y avait-il de mal à être un peu prudent? Mais d'un autre côté, s'il commençait à céder à chaque superstition, où cela s'arrêterait-il? Il ne pouvait pas diriger une entreprise en se basant sur des intuitions et des rumeurs dans le vent. « Écoutez, » dit-il, son ton devenant plus doux, « j'apprécie votre inquiétude, vraiment. Mais je ne crois pas à ces choses-là. Si je vivais ma vie en fonction de chaque prédiction ou avertissement que je reçois, je n'accomplirais jamais rien. » Isabella baissa les yeux, incertaine de comment répondre. Elle n'était pas du genre à discuter, surtout pas avec son patron, mais quelque chose lui semblait toujours étrange. Pourtant, elle savait qu'il valait mieux ne pas insister davantage. « Très bien, monsieur, » dit-elle finalement, sa voix faible. « Mais soyez prudent, s'il vous plaît. » Lucas acquiesça, agitant la main de manière désinvolte. « Bien sûr, je le suis toujours. » Alors qu'elle quittait la pièce, un bref doute traversa son esprit. Juste pour une seconde. C'était le genre de doute qui s'insinue chez une personne tard dans la nuit, quand elle est seule avec ses pensées. Mais il le balaya rapidement. Aucun accident ne se profilait à l'horizon de son avenir. Pas aujourd'hui, pas demain. La vie ne fonctionnait pas comme ça. Les prophéties, après tout, étaient pour ceux qui avaient besoin de croire en quelque chose. Lucas, lui, croyait en lui-même. Isabella soupira, regardant Lucas comme s'il était déjà condamné. « Très bien alors, retourne travailler et ne t'inquiète pas des choses négatives. Au fait, comment vont tes enfants? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Je t'aiderai de toutes les manières possibles, » dit Lucas en se dirigeant vers son bureau. « Merci, tout va bien, monsieur Almeida. J'ai juste besoin de votre permission pour quelque chose, » répondit Isabella prudemment. « Permission? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut? » répondit Lucas. La plongeuse hésita un moment, comme si elle rassemblait son courage. Puis elle dit « J'aimerais vous demander la permission d'emporter chez moi les assiettes que les clients ont refusées, juste une ou deux. Je paierai pour tout, ne vous inquiétez pas. Ça peut être déduit de mon salaire. » Lucas sourit. « Oui, bien sûr. Quel est le problème? Et aucun paiement n'est nécessaire. Elle serait jetée de toute façon. De plus, il semble que toi et les enfants pourriez en bénéficier. Prends autant que tu veux, ce ne sont que des restes. » Des étincelles de joie dansèrent dans ses yeux. C'était un vrai coup de chance pour elle. Pendant ce temps, Lucas retourna à ses affaires habituelles, parler au téléphone avec le gérant du restaurant, approuver des menus et préparer les inspections, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Cependant, de temps en temps, il se rappelait des paroles d'Isabella, qui avait touché une corde sensible. Pouvait-on y croire? Une employée de cuisine avec des capacités de voyance? C'était nouveau pour lui. Mais bientôt,
les pensées d'un éventuel accident de voiture s'effacèrent, remplacées par des réunions avec de nouveaux fournisseurs, des dégustations de nouveaux plats et des discussions sur les affaires courantes du restaurant avec l'administrateur. En maintenant une atmosphère de confiance et de coopération, Lucas résolvait habilement les disputes, utilisant bien plus souvent la carotte que le bâton. Le temps passa inaperçu, dépassant la barre des 3 heures. La fureur de la tempête faisait encore rage, mais son impact du matin s'était atténué. Les services municipaux avaient étonnamment rapidement maîtrisé la situation et dégagé la plupart des routes vitales. Bien qu'il reste encore environ 1h30 de travail, Lucas décida de partir plus tôt aujourd'hui. Un plan intéressant avait germé dans son esprit sur la manière de remplir cette nuit de février d'une aura d'amour et de romantisme. Lucas décida de gâter sa femme avec un magnifique bouquet de roses, une bouteille de vin et quelque chose de délicieux provenant de la cuisine de son propre restaurant. Si les 2 derniers éléments ne prirent pas longtemps, la recherche de fleurs dans la ville enneigée se transforma en une véritable quête. À la grande consternation de Lucas, la plupart des étals de fleurs. Le stand était fermé, probablement parce que les vendeurs avaient décidé que personne ne serait intéressé par des fleurs par un jour comme celui-ci. Juste au moment où Lucas commençait à perdre espoir, il remarqua qu'un des magasins au coin de la rue était encore ouvert. Le cœur joyeux, Lucas gara sa voiture sur le bord de la route et entra. Le pavillon sentait agréablement les roses, les tulipes et la mimosa fraîchement importée. Après tout, c'était la fin février, ce qui signifiait qu'il restait un peu moins de 2 semaines avant la journée de la femme. La vendeuse se révéla être une très sympathique jeune fille qui aida rapidement Lucas à composer le bouquet dont il avait besoin. Il était compréhensible que le cœur du businessman chantait. Devant lui se profilait une nuit romantique avec son bien-aimé, attendant avec impatience son retour. Lucas savait que Bianca ne préparait généralement pas le dîner pour lui, sachant parfaitement qu'il pouvait satisfaire sa faim dans un restaurant. Il prit des assiettes de fruits et légumes, du champagne et quelques plats délicieux du chef Carlos qui préparait tout divinement. En rentrant chez lui, le businessman ne se donna même pas la peine de sonner. Il décida d'ouvrir la porte avec sa propre clé. En entrant dans le hall, Lucas entendit de la musique douce venant de la chambre. Bianca doit encore regarder ses émissions, pensa-t-il en se dirigeant vers la cuisine avec les sacs en main. Il laissa le bouquet dans le salon pour le lui donner un peu plus tard. Avec une expression enjouée sur le visage, Lucas entra dans la chambre, et la main tenant le bouquet tomba involontairement, faisant tomber quelques pétales d'une des roses. Bianca n'était pas dans la pièce. Apparemment, elle était sortie, laissant la télévision allumée. Mais où avait-elle bien pu aller, surtout par une tempête de neige pareille? Et si quelque chose lui était arrivé? Elle n'est pas sûre au volant, c'est certain. La voiture, je dois voir si elle est dans le garage ou non. Une pensée paniquée traversa son esprit. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, Lucas entendit un bulletin d'information urgent concernant une voiture étrangère tombée du pont de la ville il y a une demi-heure, conduite par une jeune fille inexpérimentée. Son cœur s'emballa. « Mon Dieu, c'est Bianca! Bien sûr, qui d'autre? J'ai même transféré de l'argent sur sa carte pour acheter une nouvelle robe. C'est pour ça qu'elle a décidé de l'acheter. » Montant dans sa voiture, Lucas démarra comme un homme possédé, en direction du pont. Plusieurs fois, la voiture dérapa dans les virages, mais Lucas réussit à la maîtriser. Son expérience et sa connaissance de son véhicule payèrent. Mais Bianca, elle avait commencé à conduire récemment. Et pourquoi avait-il fait ce cadeau pour elle? À moins de 2 miles du pont, la voiture de Lucas dérapa à nouveau. Il appuya sur la pédale de frein à fond, mais cela n'eut aucun effet. Pour une raison inexplicable, les freins avaient lâché, laissant Lucas avec un dilemme de vie ou de mort. Dévié sur l'accotement ou percuté de plein fouet, une petite voiture garée sur le bord de la route. Bien sûr, il choisit la première option, et après plusieurs tours, la voiture tordue s'écrasa contre un arbre. La dernière chose dont il se souvient est l'odeur forte de l'essence provenant du réservoir endommagé, nécessitant juste une étincelle. Il avait déjà deviné qu'il avait commis une erreur fatale ce soir-là, et la fille qui était tombée du pont dans la rivière n'était pas Bianca. Mais quand les événements se déroulent si rapidement, la raison ne peut plus aider. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa que sa femme avait rencontré son amant tout ce temps. Quelqu'un qu'elle valorisait plus que tout au monde. Et puis il y avait le testament. Bien sûr, comment avait-il pu oublier cela?
C'était Bianca elle-même qui l'avait convaincu de le rédiger il y a quelques mois. À l'époque, Lucas ne trouvait pas cela étrange, mais à la lumière des événements récents, tout cela prenait une tonalité complètement différente et alarmante. La pensée d'une trahison aussi flagrante de la part de sa femme perturbait sa conscience, ne lui permettant ni de se détendre, ni d'accepter la situation telle qu'elle était. Décidant de faire semblant d'être dans le coma, Lucas ferma les yeux très fort pour que Bianca ne remarque aucun signe de vie chez lui. Il pouvait sentir le regard pénétrant et haineux de sa femme, ses mains impatientes d'appuyer sur quelques boutons et de le déconnecter des machines de soutien vital. La tentation de le faire était si grande que les mains de Bianca tremblaient littéralement, et ses lèvres formaient une ligne droite. Ce qui le peinait le plus, c'était qu'il ne pouvait pas empêcher sa femme de mettre son plan à exécution. Le danger était si proche qu'il pouvait sentir le souffle de la mort sur son cou une fois de plus. Heureusement, le bruit des talons hauts, résonnant sur le sol en béton du couloir, fit que Bianca se détourna rapidement. Une minute plus tard, la voix familière du médecin en charge pouvait être entendue dans la chambre. « Oh, c'est simplement incroyable! Elle est prête à l'enterrer vivant, vous savez. Pourquoi les hommes épousent-ils de tels vipères ?» La conversation du docteur Silveira fut interrompue un moment, puis l'autre personne répondit « Qu'y a-t-il de surprenant à cela? On dit que ce patient possède un restaurant de prestige en ville et qu'il a également rédigé un testament. » Année. Au ton de la voix, Lucas comprit immédiatement que la personne qui parlait était une infirmière. À ce moment-là, le docteur Silveira s'approcha du lit de Lucas et remarqua à haute voix « Étrange, certains capteurs sont défectueux. Anna, il y a probablement un dysfonctionnement. Nous devrons appeler un spécialiste pour vérifier cela. Cependant, il faut du temps pour qu'un patient sorte du coma. Je suis sûr qu'il survivra contre toute attente et prouvera que des miracles sont possibles dans de tels CA. » Anna hocha la tête, et tandis que le médecin s'éloignait, elle commença à ajuster les capteurs défectueux. Mais avant qu'elle ne puisse en allumer un, Lucas murmura doucement « De l'eau, donnez-moi de l'eau. » Lucas regarda son collègue avec ironie, un demi-sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Il ne croyait pas aux prophéties, pas une seconde. Pour lui, c'était une pure perte de temps, juste des bêtises déguisées pour exploiter les peurs ou les espoirs des gens. Voyants, médiums, lecteurs de boules de cristal, c'étaient tous des charlatans, du moins selon lui. Il y avait bien eu une femme, une fois, quand il était encore étudiant à l'université, qui avait regardé dans son avenir et prédit un long chemin semé d'embûches vers le succès. Elle l'avait mise en garde contre les luttes et les retards, affirmant que le succès ne viendrait qu'après des années de difficultés. Cela avait presque semblé plausible. Mais Lucas n'y avait pas cru. Son ascension éventuelle là où il se trouvait aujourd'hui n'avait rien à voir avec des prévisions mystiques. C'était uniquement du travail acharné, de la persévérance et peut-être une touche de chance, si tant est que sa prédiction vague ait pu s'appliquer à n'importe qui. « Monsieur Almeida, êtes-vous sûr? J'ai juste un mauvais pressentiment à ce sujet, » dit Isabella doucement, sa voix teintée d'appréhension alors qu'elle le regardait nerveusement. Il était clair qu'elle ne croyait pas en sa propre certitude. Pourtant, quelque chose l'avait poussée à parler. Lucas se pencha en arrière dans son fauteuil, toujours amusé. Isabella était une bonne assistante, loyale et assidue. Mais cela, il ne pouvait s'empêcher de sourire intérieurement à l'idée qu'elle croyait réellement à une vieille légende, ou pire encore, à une prémonition à moitié cuite entendue par on-dit. « Je suis désolé, monsieur Almeida, » continua Isabella en tordant légèrement ses mains. « Mais j'ai entendu de sources sûres que vous devriez vous abstenir de conduire pendant quelques jours. Cela pourrait être dangereux. » Lucas leva un sourcil, intrigué maintenant davantage par son inquiétude que par l'avertissement en lui-même. Il trouva cela charmant, d'une certaine manière, qu'elle se soucie assez pour être inquiète pour quelque chose d'aussi irrationnel. « Dangereux ?» Il sourit, se penchant légèrement en avant. « Isabella, je conduis depuis plus de 10 ans. Pas une égratignure, pas une contravention. Je conduis toujours de manière responsable. Je ne dépasse jamais la limite de vitesse. Et je ne suis certainement pas imprudent. Croyez-moi, un accident n'est pas dans mon avenir. » L'expression sur le visage d'Isabella ne changea pas beaucoup cependant. Son inquiétude restait gravée sur son visage, et elle hésita, comme si elle n'était pas sûre de vouloir insister davantage. Lucas pouvait sentir qu'elle avait réellement peur pour lui,
et pendant un moment, il songea à la satisfaire. Après tout, quel mal y avait-il à être un peu prudent? Mais encore une fois, s'il commençait à céder à chaque superstition, où cela finirait-il? Il ne pouvait pas gérer une entreprise sur la base d'intuition et de chuchotements dans le vent. « Écoutez, dit-il, adoucissant le ton, j'apprécie votre préoccupation, je le fais vraiment, mais je ne crois pas à ces choses-là. Si je vivais ma vie en fonction de chaque prédiction ou avertissement qui se présentait, je ne ferais jamais rien. » Isabella baissa les yeux, incertaine de comment répondre. Elle n'était pas du genre à discuter, surtout pas avec son patron, mais quelque chose semblait encore étrange. Pourtant, elle savait mieux que d'insister davantage. « Très bien, monsieur, » dit-elle finalement, sa voix basse. « Mais soyez prudent, s'il vous plaît. » Lucas hocha la tête, faisant un geste distrait. « Bien sûr, je le suis toujours. » Alors qu'elle quittait la pièce, un éclat de doute traversa l'esprit de Lucas. Bref, mais vif, comme une ombre passant sur ses pensées. C'était le genre de doute qui s'insinue dans les moments de calme, lorsque le monde extérieur se fait silencieux et qu'une personne se retrouve seule avec ses propres incertitudes. Pendant une seconde, Lucas se retrouva à remettre tout en question. L'avertissement, l'inquiétude subtile dans la voix d'Isabella, tout cela se rejouait dans son esprit, se mêlant au souvenir des mots énigmatiques de la voyante d'il y a des années. Mais Lucas n'était pas du genre à s'attarder sur ces choses. Il chassa rapidement le doute, presque agacé de l'avoir entretenu. La vie ne fonctionnait pas comme ça, du moins pas à son avis. Les accidents ne se présentaient pas simplement à l'horizon, comme des nuages orageux prêts à éclater. Ils ne guettaient pas dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Non, Lucas croyait fermement que la vie était façonnée par l'action, par les décisions que l'on prenait jour après jour. Et il avait pris les bonnes décisions. Il les prenait toujours, pas aujourd'hui, pas demain. Rien n'allait se produire, il pouvait le sentir au plus profond de lui. Le monde ne fonctionnait pas selon des prophéties mystiques ou des avertissements cryptiques de ceux qui prétendaient voir l'avenir. Cela était pour les gens qui avaient besoin de quelque chose au-delà d'eux-mêmes, en quoi croire. Quelque chose auquel se raccrocher lorsque l'imprévisibilité de la vie devenait trop lourde à supporter. Mais Lucas, il croyait en la seule chose en laquelle il savait pouvoir avoir confiance sans faille, lui-même. Il avait construit sa vie sur le travail acharné, la discipline et la confiance en soi. Les prophéties et les superstitions n'avaient pas leur place dans son monde. Elles étaient des distractions, des illusions destinées à faire croire aux gens qu'ils avaient un contrôle sur l'incontrôlable. Mais Lucas savait mieux. Son succès ne venait pas d'une force cosmique ou d'un destin prédéterminé. Il venait de son propre courage, de centaines d'heures de travail, de la persévérance même lorsque les chances semblaient être contre lui. Lorsque la porte se ferma derrière Isabella, Lucas expira lentement, sentant la familiarité du calme l'envahir. Il n'était pas question de laisser un vague avertissement le déstabiliser. L'avenir n'était pas un mystère à craindre, c'était un défi à relever, et il le relèverait de front, comme il l'avait toujours fait. Ainsi, Lucas chassa complètement le doute de son esprit. Il y avait des affaires plus urgentes, des choses qu'il pouvait contrôler. Les prophéties appartenaient à ceux qui croyaient au destin. Lucas, il croyait en ceux qu'il pouvait voir, en ceux qu'il pouvait construire de ses propres mains. Et tant qu'il avait cela, aucun doute ne pourrait jamais l'atteindre. L'infirmière fut surprise par la réponse inattendue, sursautant presque lorsque la voix de Lucas brisa le silence. « Alors, vous êtes réveillé ?» s'exclama-t-elle, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé? Vous auriez dû m'appeler. » Lucas était allongé dans le lit d'hôpital, pâle et faible, son corps encore en train de se remettre du traumatisme qui l'avait amené ici. Il cligna lentement des yeux, comme si chaque mouvement nécessitait un effort considérable. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais l'urgence dans son ton était indéniable. « S'il vous plaît, » commença-t-il, sa respiration superficielle, « ne dites à personne que j'ai repris connaissance. Pas encore. Nous ne pourrons pas le cacher au médecin traitant longtemps. Je le sais, mais juste. Gardez-le secret pour aujourd'hui, s'il vous plaît. » Anna, l'infirmière, fronça légèrement les sourcils, son front se plissant sous l'effet de la réflexion. La demande semblait étrange, inappropriée même, pour un homme dans l'état de Lucas. Pourquoi voudrait-il dissimuler le fait qu'il était réveillé? La plupart des patients, surtout ceux en soins intensifs, étaient impatients d'informer leurs proches des médecins lorsqu'ils avaient repris connaissance.
Mais Lucas était différent. Il y avait une étrange intensité dans ses yeux, malgré son état affaibli. Et quelque chose dans la façon dont il demandait la fit hésiter. Elle considéra la situation. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait un patient avec une demande inhabituelle, mais celle-ci semblait différente. Plus étrange encore était le souvenir de sa femme, son comportement distant, sa façon de parler de manière abrupte, plus préoccupée par la logistique que par le bien-être de Lucas. La façon dont elle était assise à son chevet, le regard à peine porté sur lui, plus préoccupée par son téléphone que par son mari inconscient devant elle. Il y avait quelque chose de suspect chez elle, quelque chose qui laissait un goût amer dans la bouche d'Anna. La demande de Lucas, bien que étrange, semblait soudainement plus sensée dans ce contexte. Peut-être qu'il se passait plus de choses qu'elle ne le savait. Peut-être y avait-il une raison pour laquelle il ne voulait pas que sa femme, ou quelqu'un d'autre, sache qu'il était réveillé pour l'instant. Et qui était-elle pour lui refuser une telle demande, surtout lorsque sa supplication avait été si désespérée? « Très bien », dit-elle finalement, baissant la voix, en se penchant un peu plus près de lui. « Je vais garder cela entre nous pour l'instant. Mais vous devez savoir que vous ne pouvez toujours pas boire quoi que ce soit. Le mieux que je puisse faire est d'humidifier vos lèvres. » Son ton se radoucit, tandis qu'elle essayait de lui offrir un peu de réconfort. Lucas hocha légèrement la tête, son expression montrant un soulagement, bien que même ce petit mouvement semblait lui coûter de l'énergie. Anna prit soigneusement une petite éponge, la trempa dans l'eau et la pressa doucement contre ses lèvres. Ses yeux se fermèrent alors que l'humidité fraîche touchait sa bouche desséchée. Un petit mais nécessaire soulagement. « Je vous remercie », murmura Lucas, sa voix à peine audible. « Merci. » Anna jeta un coup d'œil autour de la pièce pour s'assurer qu'ils étaient toujours seuls. « Je ne comprends pas pourquoi vous voulez garder cela secret, » dit-elle prudemment. « Mais je ne poserai pas de questions. Reposez-vous pour l'instant. Vous aurez besoin de votre force lorsque le docteur viendra demain. » Il ne répondit pas, hocha de nouveau la tête, ses yeux déjà lourds de fatigue après cette brève conversation. Anna le regarda un moment de plus, puis recula silencieusement du lit, le laissant dans le calme de la pièce faiblement éclairée. En fermant la porte derrière elle, Anna ne put s'empêcher de se demander ce que Lucas cachait et pourquoi. Lucas ferma les yeux, fatigué, mais réalisant que l'infirmière avait raison. 5 minutes plus tard, un tampon de coton imbibé d'eau toucha ses lèvres, lui apportant l'humidité tant nécessaire. Essayant de désaltérer un peu, Lucas écarta doucement les lèvres pour saisir l'extrémité du coton imbibé du liquide précieux. Naturellement, il y en avait très peu, mais Lucas ne protesta pas. L'essentiel était qu'il était vivant et qu'il n'était pas brûlé vif dans la voiture en flammes. Alors que Lucas réfléchissait à cela, Anna installa une perfusion pour fournir des nutriments à son corps. Des larmes de gratitude montèrent à ses yeux en voyant ses soins et comment elle essayait d'aider malgré tout. « Non, ils ne gagneront ni ma volonté ni mon héritage. Je vais me rétablir et je ne donnerai pas un sou à Bianca dans le divorce, » pensa-t-il, se convainquant davantage de la justesse de ses propres mots. Avalant difficilement la boule qui montait dans sa gorge, Lucas ferma les yeux et tomba dans un doux sommeil. Pendant ce temps, l'infirmière entra dans le bureau du médecin traitant et rapporta tout ce qui s'était passé. Le docteur Silveira écouta en silence, comprenant que sa subordonnée voulait simplement faire de son mieux et n'avait aucune intention personnelle. « Eh bien, je ne dirai pas à sa femme qu'il y a eu des progrès dans son traitement. Si j'étais à sa place, je prierais jour et nuit pour la guérison de mon mari, mais cette sorcière ne se soucie que de son héritage. Merci d'avoir été attentive et de faire un bon travail, Anna, dit-il. Une lueur de joie éclaira les yeux de l'infirmière, non pas parce que Lucas était particulièrement attirant pour elle, mais parce que le désir d'aider avait surpassé tout le reste. En même temps, Bianca arriva au restaurant et commença à imposer ses propres règles. Naturellement, avec ses cheveux roux, elle semblait une furie, balayant tout sur son passage. Profitant du fait que son mari était dans le coma depuis maintenant 3 semaines, Bianca décida de prendre le contrôle de l'établissement. Son regard froid et dur perça chaque employé, montrant une indifférence sincère et un mépris pour leur personnalité. Le chef de cuisine fut le premier à recevoir une réprimande, avec un avertissement et une amende pour avoir utilisé des ingrédients trop chers. « Seigneur Almeida, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Il est bien connu que la qualité des ingrédients affecte le produit final, » protesta l'homme. Les joues de l'homme d'affaires rougirent de colère. « Ne vous avisez pas de me contredire ici, »
Vous ferez ce que je dis, et dorénavant, les décisions seront prises uniquement par moi. Si cela ne vous convient pas, allez travailler dans un diner en bord de route. Vos talents y seront plus adaptés. Très bien, Seigneur Almeida, je comprends, dit le chef avec gravité, baissant la tête. Rodrigo sourit. Il préférait de loin le nouveau manager au précédent. Lucas était doux et prévenant, tandis que Bianca préférait une approche plus agressive pour gérer le restaurant. S'approchant d'elle, tel un chacal pendant le festin d'un lion, l'administrateur commenta « Seigneur Almeida, si je puis me permettre, pour un effet supplémentaire, vous devriez envisager d'utiliser des caméras de surveillance cachées. » Bianca regarda Rodrigo avec surprise, manifestement satisfaite de lui. « Et y a-t-il de telles caméras ici ?» L'administrateur sourit, satisfait. « Bien sûr. En fait, Seigneur Almeida n'aimait pas regarder les enregistrements et n'y avait recours qu'en cas extrême. La plupart du temps, les caméras étaient simplement éteintes. Mais après l'accident du patron, je les ai laissées allumées. Il est immédiatement évident lorsque quelqu'un est dans son élément, contrairement au style de gestion détendu de mon cher mari. Mais ces astuces ne fonctionneront pas avec moi. Bien joué, Rodrigo. Ton idée des caméras est tout simplement précieuse, s'exclama Bianca, provoquant un sourire satisfait de l'administrateur. Quelques minutes plus tard, Bianca lança l'enregistrement et se pencha pour surveiller chaque mouvement du personnel. Au début, elle ne voyait rien d'intéressant. Les serveuses couraient dans la salle à manger, le chef de cuisine commandait dans la cuisine et le serveur accueillait les clients à l'entrée. Tout était comme d'habitude. Mais ensuite, Bianca remarqua l'enregistrement d'hier, montrant une jeune plongeuse portant un sac encombrant dans ses mains. Regardez-la, si astucieuse. Que pourrait-elle transporter dans un tel sac? Elle vide probablement le réfrigérateur avant de partir et prend tout chez elle, juste sous le nez de mon idiot de mari. En observant de plus près, Bianca décida de la prendre en flagrant délit. « Voyons comment tu te débrouilles quand j'arriverai », pensa-t-elle. Malheureusement, la pauvre Isabella n'avait aucune idée qu'elle était surveillée de près depuis un moment. Le temps s'étira délibérément lentement, se dirigeant vers le moment inévitable du règlement de compte. À la fin de son service, Isabella attrapa des restes, approuvés par le chef de cuisine, et se dirigea vers la sortie. Elle avait déjà fait cela auparavant, car Lucas lui avait permis de ramener chez elle certains plats non touchés. Mais aujourd'hui, les choses prenaient une tournure différente. Voyant Isabella avec un sac en toile dans les mains, Bianca s'approcha triomphalement de la porte et dit « Et où pensez-vous aller, chérie? Emporter un sac plein de délicatesses et planifier de simplement sortir de mon restaurant comme ça ?» Isabella trembla et regarda la hôtesse avec un regard de proie, une véritable tristesse et désespoir visibles dans ses yeux. « Je suis désolé, Seigneur Almeida, mais je n'ai rien volé. Ce ne sont que des restes, vous savez, ceux qui ont été payés mais laissés intacts par les clients. » L'homme d'affaires sourit avec mépris. « Intacts, dites-vous? Et qui décide cela? Serait-ce vous, chérie? Vous semblez avoir bien négocié pour vous-même. Que avons-nous ici? Zéro, une salade à moitié terminée. Dommage que ce ne soit que la moitié, mais cela ne change pas l'essence. Vous êtes une véritable gourmande, chérie. » Des larmes montèrent aux yeux d'Isabella. Elle n'avait jamais imaginé que l'héritière désagréable pourrait bouleverser les choses aussi facilement. « Oh, s'il te plaît, pas besoin de pleurer, d'accord? Tes larmes de crocodile ne me sont d'aucune utilité, comprends-tu? Après que tu perdes ton emploi, tu pourras les verser toutes les minutes si tu veux, » commenta Bianca d'un ton sévère. Isabella renifla tristement et commença à fouiller dans son sac. Ce qui était encore plus désolant, c'était qu'il y a seulement une demi-heure, elle avait payé ses plats avec son futur salaire. Maintenant, elle faisait face à un licenciement sous des accusations de volume qu'elle n'avait pas commises. « On dirait qu'on a attrapé un poisson dans le filet, et le nom de famille convient parfaitement, » commenta l'administrateur approchant. Bianca échangea un regard significatif avec Rodrigo et continua de réprimander Isabella. « Mais je ne l'ai pas pris pour moi, c'était pour les enfants, » supplia la femme. « Oh, ne me fais pas peur avec ton drame familial. Peu importe combien tu en as, 3, 4 ou 5, c'est ton problème. Tu les as mis au monde, débrouille-toi, » répliqua amèrement Bianca. Elle n'a que 2 enfants à elle et 2 autres issus du premier mariage de son mari, ajouta docilement l'administrateur. Ils sont tous à moi, et pour ceux que mon mari a laissés derrière lui, qu'il en soit de sa conscience. Il est maintenant en prison pour volume. Il pensait que les enfants aideraient à réduire sa peine,
Mais j'ai réussi à révoquer ses droits, murmura Isabella à travers ses larmes. Mais Bianca resta impassible. Honnêtement, ce dont Bianca avait besoin maintenant était un bouc émissaire pour montrer son pouvoir aux autres. Isabella, qui avait eu le malheur de se retrouver dans la ligne de mire, devint exactement cela. « Alors, comme tu l'as dit, Feather, n'est-ce pas? Eh bien, tu es licencié. Tu peux aller où tu veux, » conclut Bianca en faisant un geste vers la porte. Le désespoir glaça les yeux d'Isabella. Comment cela pouvait-il être? Pouvait-elle vraiment être renvoyée comme un chien errant indésirable? L'administrateur, ne voulant pas être en reste, ajouta son grain de sel. « Oh, et j'ai presque oublié, Feather. Ne compte pas sur ton salaire. Tu comprends? L'argent ira couvrir les dommages. » La nouvelle fut un coup dévastateur pour Isabella. Réalisant qu'elle avait été trompée par tout le monde, elle partit, exposant ses joues striées de larmes au vent froid. Voyant cela, Pedro ne put se retenir et s'approcha d'elle. « Chérie, ne pleure pas, ne te tourmente pas. Tu sais que Rodrigo est en train de profiter de son pouvoir. C'est pourquoi il fait ce qu'il veut. Quand Señor Almeida se remettra, son règne prendra fin. Et pour que tu ne sois pas complètement sans argent, je mettrai de côté une partie de ma pension pour toi. Tu pourras me rembourser quand tu pourras. » « Pas de précipitation, » dit le concierge en étreignant doucement la femme fragile par les épaules. « Merci, Pedro, pour ton soutien et ta protection. Je comptais tellement sur cet argent, et voilà ce qui arrive. Nous luttons avec les enfants dans un appartement loué, et le propriétaire continue d'augmenter le loyer, disant que je reçois des allocations, donc je ne tomberai pas dans la pauvreté, » répondit Isabella, étranglée par ses larmes. L'homme âgé secoua la tête. Il avait pitié d'Isabella, pour le dire simplement. Une collègue si bonne, calme et diligente, ne parlant jamais mal de personne. Elle lavait les assiettes jusqu'au coude dans l'eau chaude, et c'était tout. Et Rodrigo, l'administrateur, quel fauteur de troubles de première classe. Pedro se souvenait de lui d'il y a des années, au lycée, où il avait été professeur de travaux manuels pendant plus de 40 ans. Rodrigo, en tant qu'élève, se comportait de manière extrêmement arrogante, humiliant ceux qui étaient plus pauvres ou physiquement plus faibles. Pedro avait tenté une fois de faire honte à Rodrigo, mais tout était vain. Puis, une nuit sombre, les salles de travaux manuels avaient y pris feu. Beaucoup avaient blâmé Pedro à l'époque, disant qu'il n'avait pas éteint correctement sa cigarette, mais il n'avait jamais fumé de sa vie et avait toujours respecté les consignes de sécurité incendie. Le mystère avait finalement été élucidé. Rodrigo avait effectivement commis un incendie criminel avec un groupe d'amis adolescents. Cependant, rien n'avait pu être prouvé à l'époque, et Pedro avait été plus tard renvoyé de l'école avec une note correspondante dans son dossier de travail. Dans l'ensemble, le licenciement n'avait pas trop perturbé l'enseignant de travaux manuels, Pedro Brooks. Au moment où cela s'était produit, il était déjà officiellement à la retraite, et pour dire vrai, il ne manquait de rien. Après des décennies d'enseignement, il avait mérité son calme et sa tranquillité, avec une pension modeste garantissant son pain et son beurre. L'incident qui avait conduit à son départ brusque de l'école restait parfois présent dans son esprit, mais il n'avait jamais laissé cela le ronger. La vie avait continué, et lui aussi, bien que pas sans quelques cicatrices. 17 ans s'étaient écoulés depuis ce jour, et par un coup du sort, Rodrigo, l'un de ses anciens élèves, et la personne dont les actions avaient contribué au départ prématuré de Pedro, recroisa son chemin. Mais cette fois-ci, leurs rôles avaient changé de manière imprévue. Rodrigo avait gravi les échelons, devenu un homme d'influence dans la communauté locale, occupant une position d'autorité qui trahissait son passé de student rebelle. Pedro, quant à lui, avait pris le rôle discret de concierge au même établissement où il avait jadis été un enseignant respecté. Ce n'était pas idéal, mais Pedro n'était pas amer. La vie avait le don d'humilier un homme, et pour lui, il y avait de la dignité dans le travail honnête, peu importe la fonction. Quand Rodrigo l'avait revu pour la première fois, il y avait eu un moment de surprise, peut-être même d'inconfort, mais cela avait été rapidement dissimulé par une façade polie. Rodrigo, devenu un politicien accompli, avait abordé Pedro avec une apparence extérieure de respect, offrant une poignée de main et quelques mots creux sur les anciens temps. Il avait perfectionné l'art de faire semblant, de sourire juste comme il fallait, de faire sentir aux gens qu'ils étaient vus tout en disant très peu de choses substantielles. Mais Pedro n'était pas dupe. Il avait vécu trop longtemps, vu trop de choses, pour croire que la démonstration de respect de Rodrigo était sincère. Le garçon, autrefois impétueux et arrogant,
était devenu un homme plus lisse, plus raffiné, mais son essence n'avait pas changé. Rodrigo jouait toujours le même jeu. Seules les mises étaient plus élevées maintenant. Pourtant, Pedro joua le jeu. Il sourit en retour, hocha la tête au bon moment et fit comme s'il ne remarquait pas la mince couche de politesse cachant quelque chose de beaucoup plus froid. Mais au fond, Pedro comprenait ce que Rodrigo était devenu. Les années ne l'avaient pas adouci. Elles l'avaient seulement rendu plus habile à manipuler ceux qui l'entouraient. Pourtant, parmi le tourbillon de visages familiers et la tension non dite entre eux, une figure se détachait pour Pedro, Lucas. Lucas était différent, honnête, gentil, juste. Il se tenait avec l'autorité tranquille d'un homme qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Là où Rodrigo dégageait du charisme et de l'ambition, Lucas rayonnait de sincérité et d'équité. Il ne parlait pas en grands gestes ni en promesses vaines. Il agissait avec intégrité et traitait tout le monde, qu'il s'agisse d'un concierge ou d'un PDG, avec le même niveau de respect. Pedro voyait en Lucas le genre de leader dont le monde avait besoin. Il n'était pas la voix la plus forte dans la pièce, ni la plus brillante, mais ses actions en disaient long. Au fil des ans, Pedro avait appris que c'étaient les hommes comme Lucas qui faisaient vraiment la différence. Des hommes qui ne cherchaient pas le pouvoir pour lui-même, mais qui l'utilisaient pour élever ceux qui les entouraient. Rodrigo avait peut-être grimpé les échelons, mais c'était Lucas qui parlait au sens de décence de Pedro, qui restaurait sa foi en une génération qu'il décevait souvent. Lucas était le genre de leader que Pedro suivrait, sans question, parce qu'il savait que Lucas dirigeait avec le cœur, et non seulement avec ambition. Et tandis qu'il continuait son travail, balayant discrètement les couloirs du bâtiment où il avait jadis enseigné, Pedro trouvait du réconfort dans la connaissance qu'au moins un homme dans la pièce comprenait ce que cela signifiait diriger avec honneur. C'est en Lucas que Pedro plaçait son espoir, sachant que le leadership ne se résumait pas seulement au pouvoir, mais au caractère. Et en Lucas, il voyait un homme qui incarnait exactement le genre de caractère dont le monde avait besoin plus que jamais. Serrant l'argent que Pedro lui avait donné, Isabella se dirigea lentement vers l'arrêt de bus, essayant de ne pas manquer le bus à temps. Les souvenirs de la récente tempête de neige étaient encore présents des deux côtés de la route avec des tas de neige sale tombés plusieurs semaines auparavant. Perdue dans ses sombres pensées, Isabella marchait dans la rue lorsqu'elle entendit soudain un gémissement étouffé. Il s'avéra qu'elle ne s'était pas éloignée suffisamment du restaurant, alors elle se retourna rapidement, pensant que Pedro l'avait suivie pour lui dire quelque chose. Mais personne n'était derrière elle. Un froid vif persistait, mordant son nez et ses joues roses, comme s'il flirtait avec la femme séduisante. Le bruit mystérieux se répéta, et Isabella comprit qu'il provenait de la neige entassée à proximité. Comprenant que quelqu'un avait clairement besoin d'aide, elle s'approcha prudemment et se figea sous le choc. Là, allongé dans la neige sale, un homme était inconscient, sa tête saignant, gémissant faiblement. La première pensée d'Isabella fut que l'inconnu avait simplement trop bu et était tombé, se frappant la tête. Mais lorsqu'elle se pencha sur le jeune homme, elle réalisa immédiatement qu'il était sobre. Sans réfléchir à deux fois, Isabella leva l'homme malheureux par les aisselles et tenta de le mettre sur ses pieds. Il reprenait progressivement connaissance, indiquant que le choc initial de la blessure se dissipait. « Nom d'un chien, comment cela a-t-il pu arriver? Nom d'un chien? Non, King, Jack !» murmura l'homme en délire. Pendant ce temps, Isabella, pliée sous le poids du corps de l'inconnu, le conduisit vers la remise de Pedro, pensant que l'homme blessé délirait simplement. Elle tenta d'ignorer ses marmonnements et persévéra vers sa destination. L'homme qu'elle avait sauvé était définitivement un vagabond et aurait pu mourir de froid dans les rues par ce temps glacial. Voyant Isabella rougir, Pedro comprit tout sans un mot. Attrapant l'homme de l'autre côté, lui et Isabella le déposèrent rapidement sur le lit de camp, qui avait autrefois été un canapé convertible. « Eh bien, c'est mieux ainsi. Maintenant, traitons la blessure à sa tête. Il se remettra probablement bientôt. » soupira Pedro de soulagement en sortant bandages, coton et antiseptique de la trousse de premier secours. « Es-tu sûr? Ne devrions-nous pas appeler une ambulance ?» demanda Isabella. Mais le soigneur secoua simplement la tête. « Non, ma chère, pas besoin. Pourquoi distraire les gens d'un travail plus important? Je voulais être médecin dans ma jeunesse, mais je n'ai pas réussi les concours d'entrée. Ensuite, j'ai passé 1 an et demi à l'école de soins infirmiers. J'ai décidé de devenir infirmier. Mais même là, la chance n'était pas de mon côté. Alors j'ai dû devenir ouvrier, Isabella.
mais je sais comment faire les premiers secours. Alors ne t'inquiète pas. Le gars est résistant, débrouillard. Il se remettra, sans aucun doute. Le visage d'Isabella s'illumina immédiatement d'un sourire doux lorsque l'homme blessé ouvrit les yeux et commença à tourner la tête de gauche à droite, essayant de comprendre où il se trouvait. « Calme-toi, mon ami, reste tranquille. Les mouvements brusques ne sont pas recommandés pour toi en ce moment. Allonge-toi simplement et reprends tes esprits. Tu te souviens au moins de ton nom ?» demanda Pedro avec prudence. Le gars força un sourire. « Bien sûr, je me souviens. Thiago, c'est mon nom. Soyez est le nom de famille. Je me suis fait tabasser à cause d'un chien. 16 gosses de riches voulaient s'amuser avec une victime, et ils ont choisi le chien. Jack est un chien de rue, tu sais. Il s'est installé près du pavillon de viande et n'a pas peur des gens. Donc, quand j'ai vu cette cruauté, je suis immédiatement allé aider. J'ai envoyé 2 d'entre eux dans la neige, mais le 3e, cet idiot, m'a frappé à la tête avec quelque chose. » Pedro hocha la tête avec compréhension. « Oui, ce genre de choses arrive. Ne t'inquiète pas. Reste ici autant que tu en as besoin. J'ai du bois de chauffage et un petit poêle ici. Tu seras aussi à l'aise que possible. » Thiago regarda Isabella avec reconnaissance, sachant qu'elle n'était pas simplement passée par là, mais l'avait aidé dans son moment difficile. Jetant un coup d'œil à sa montre, elle soupira tristement. « Eh bien, il semble que je vais devoir prendre un taxi maintenant. Voilà mes économies, j'ai déjà raté le bus. » Thiago renifla, se sentant coupable, et tourna la tête vers le mur, se sentant comme si tout était de sa faute. Le vagabond dit « Pardonnez-moi pour l'amour de Dieu, je ne voulais pas que cela se passe comme ça. J'ai eu pas mal d'aventures dernièrement. Il y a 3 semaines, j'ai sorti un riche d'une voiture en feu. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'était un incident assez célèbre. » Isabella pâlit et jeta un regard involontaire à sa paume, se remémorant ce qui s'était passé lors de sa révélation sur l'avenir de M. Almeida. « Nous en avons entendu parler, Thiago. C'est le propriétaire du restaurant, tu sais, celui où Isabella et moi travaillions auparavant, » répondit Pedro pour eux deux. « Nous n'y travaillons plus, du moins je ne le fais plus, » corrigea rapidement Isabella. Le gars secoua tristement la tête et grimaqua de douleur. Son cou était raide et tout mouvement légèrement brusque provoquait un spasme. « Calme-toi, mon ami. Ne t'agite pas. Et pour avoir sauvé notre ami Lucas, tu mérites des remerciements particuliers. Lucas était une très bonne personne, et probablement l'est encore, » corrigea le soigneur. « J'étais juste là. Ce n'est pas vraiment mon domaine, tu vois. Nous, les vagabonds, divisons tout en districts, en quartiers. Mets les pieds sur le territoire de quelqu'un d'autre, et tu risques vite de te faire casser les côtes pour que tu n'aies plus envie de revenir. Mais là, j'ai vu l'accident, et une colonne de fumée s'élevait. Les gens couraient, criaient, mais personne ne se précipitait pour sauver l'homme. Le réservoir d'essence pouvait exploser à tout moment, commença le vagabond son récit. Pedro regarda son interlocuteur avec un respect non dissimulé. Au fond de lui, il conclut que Thiago était un homme bon. Sinon, il ne se serait pas précipité pour défendre un chien errant, ce qui était improbable. Thiago prit une profonde inspiration, touchant la plaie sur sa tempe avec ses doigts, et continua. « Dès que j'ai vu que quelqu'un pouvait brûler vif, je suis allé droit vers la voiture. J'ai brisé la vitre avec une pierre et j'ai commencé à le tirer dehors. Tout autour, il y avait du bruit, du chaos. Des gens criaient que le réservoir de carburant allait exploser. C'était vrai, mais on ne peut pas simplement laisser un conducteur derrière, peu importe quoi. J'ai réussi à le tirer à environ 100 mètres, puis ça a explosé. Toi, mon ami, tu es un véritable héros pour t'être jeté dans le feu pour Lucas, dit Pedro tristement. Isabella regarda chaleureusement le garçon sauvé et réalisa que tout cela ne semblait d'une manière ou d'une autre pas accidentel. Thiago avait sauvé Lucas et elle avait sauvé Thiago. Après cela, il était difficile de croire aux coïncidences. Comme Isabella ne pouvait plus retarder son départ, elle appela un taxi et rentra chez elle, où 4 enfants affamés l'attendaient. Mathéus, Sophia, Gabriel et Clara. Pendant ce temps, Lucas était allongé dans son lit d'hôpital, retrouvant progressivement ses esprits. Bien sûr, il était encore faible et peinait à tenir une cuillère et une fourchette tout seul. Anna et le docteur Silveira avaient tenu leur promesse, trompant habilement Bianca pendant environ 5 jours, période durant laquelle elle avait décidé de déconnecter son mari des appareils de maintien en vie et de revendiquer son héritage légitime. Le 5e jour, Lucas appela Anna et demanda de l'aide pour un autre plan. « J'ai besoin de sortir un moment, tu comprends ?»
L'infirmière le regarda avec incrédulité, se demandant s'il plaisantait. Il était sorti d'un coma depuis moins d'une semaine et maintenant il planifiait une évasion. Non, Lucas, désolé, mais je ne prendrai pas cette responsabilité. Si quelque chose t'arrive, que ferais-je alors? Faire face à un procès? Objecta Anna. Le désespoir glaça les yeux de Lucas. Eh bien, aide-moi. Sois humaine, s'il te plaît. Je signerai tout document que tu veux, reconnaissant les conséquences et libérant la clinique de toute responsabilité. Anna secoua la tête négativement, bien qu'au fond, elle comprit qu'elle ne pouvait pas lui refuser. Bianca avait été très désagréable avec elle, se précipitant pour se débarrasser de son mari, sans hésiter sur les méthodes et les complices. « D'accord, je suis d'accord, mais seulement si nous y allons ensemble, d'accord? Ce sera plus sûr pour nous deux. Juste la nuit, quelques heures avant l'extinction des feux, » proposa l'infirmière, recevant immédiatement une réponse affirmative. En vérité, Lucas trouvait cela beaucoup plus pratique. Il ne marchait pas encore avec la même confiance qu'avant et pouvait facilement perdre son équilibre à tout moment. « D'accord, Anna, mais gardons cela entre nous. Même le docteur Silvera ne doit pas savoir pour que personne ne découvre quoi que ce soit, » supplia l'homme d'affaires avec espoir, plongeant son regard dans le sien. Anna hocha la tête et commença à préparer tout ce dont ils auraient besoin pour l'évasion, prenant des médicaments d'urgence avec elle et attrapant une canne auprès d'un des patients de la clinique. Pendant ce temps, Lucas resta allongé dans son lit, rassemblant sa force pour le plan qu'il avait envisagé pendant plusieurs jours. Il pensa à Isabella et l'homme d'affaires ne put retenir ses larmes. Mon Dieu, elle avait raison depuis le début. Elle l'a expliqué si clairement. Et moi, l'imbécile, je ne l'ai pas cru. Maintenant, je paie pour ma négligence. Oui, Bianca est autre chose. Elle s'est trouvée un amant et visait mes biens. Eh bien, je vais régler mon compte avec elle, mais pas avec les méthodes barbares qu'elle utilise, pensa-t-il avec désespoir, fermant les yeux et faisant semblant d'être un homme dans le coma. Le temps s'étira comme du caoutchouc, et quand Anna apparut enfin dans la chambre avec un ensemble de vêtements propres, Lucas réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Habille-toi. Ce sont des vêtements de mon ex-mari. Nous sommes divorcés depuis longtemps, mais il n'a jamais pris la peine de venir les chercher. Je pense qu'ils te conviendront, » expliqua Anna, avec un sourire. Lucas se changea aussi rapidement que son corps meurtri le permettait, chaque mouvement lui rappelant l'ampleur des blessures. Ses muscles protestaient, et la douleur dans ses côtes rendait chaque respiration pénible. L'épuisement le pesait comme un lourd manteau, mais il persévéra, sachant qu'il n'avait pas le choix. Il suivit l'infirmière, Anna, hors de la chambre, sa démarche vacillante, ses jambes tremblant sous l'effort. Les blessures étaient pires qu'il ne voulait l'admettre, le forçant à s'arrêter tous les quelques mètres pour reprendre son souffle. Sa poitrine se serrait et des perles de sueur se formaient sur son front malgré l'air frais. À chaque pause, il s'appuyait sur sa canne, essayant de dissimuler la douleur autant que possible. C'était une bataille perdue d'avance, et Anna pouvait voir à travers. À son crédit, Anna ne le fit jamais sentir faible ou une charge. Elle comprenait ses limites mieux que quiconque, et sa compassion se manifestait par des gestes petits, mais significatifs. Elle avançait à un rythme qui accommodait sa lutte, ne le pressant jamais, mais ne le laissant pas non plus s'attarder trop longtemps dans l'inconfort. Anna semblait sentir exactement quand Lucas avait besoin d'une pause, même avant lui, et le dirigeait doucement vers des endroits tranquilles où il pouvait se reposer sans se sentir mal à l'aise. De plus, Anna avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le temps de Lucas hors de l'hôpital soit aussi agréable que possible. Consciente qu'il pouvait à peine marcher, encore moins conduire, elle avait organisé un chauffeur privé, quelqu'un qui n'était pas pressé et, plus important encore, ne posait pas de questions. Le chauffeur, un homme plus âgé avec un comportement calme, avait salué Lucas d'un simple hochement de tête lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, puis avait ouvert la portière de la voiture sans un mot. Il n'y avait pas de regard indiscret, pas de conversation inutile. Juste un trajet tranquille et confortable. La patience du chauffeur était un soulagement silencieux pour Lucas. Alors qu'il s'adaptait à la réalité de ses nouvelles limitations physiques, il se sentait de moins en moins enclin à participer aux conversations habituelles ou aux plaisanteries qui venaient autrefois si naturellement. Le poids de sa canne dans sa main était un rappel constant des changements auxquels il devait encore faire face. Chaque pas plus lent,
chaque mouvement nécessitant plus d'efforts qu'auparavant. Dans cet état, la dernière chose qu'il voulait était d'avoir à s'expliquer ou à masquer son épuisement avec une politesse forcée. Ce qu'il appréciait le plus chez le chauffeur était la compréhension tacite entre eux. Chaque fois que Lucas approchait de la voiture, le chauffeur ouvrait silencieusement la porte, se retirant avec une sorte de distance respectueuse, donnant à Lucas l'espace et le temps dont il avait besoin. Il n'y avait ni urgence ni offre d'aide maladroite qui aurait pu le rendre plus conscient de sa condition. Au lieu de cela, le chauffeur attendait simplement, laissant Lucas prendre le contrôle du rythme. Lorsque Lucas s'installait sur la banquette arrière, manœuvrant soigneusement sa canne pour qu'elle repose contre sa jambe, le chauffeur le regardait dans le rétroviseur, ne démarrant le moteur que lorsqu'il était sûr que Lucas était installé et à l'aise. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce geste, ce petit geste réfléchi de considération. Le chauffeur ne se précipitait jamais, ne poussait jamais la voiture en avant avec ce coup d'impatience que beaucoup d'autres auraient pu avoir. Au lieu de cela, la voiture glissait en mouvement en douceur, comme si elle était en harmonie avec le rythme non pressé de Lucas. Pour Lucas, ces moments de voyage tranquille étaient devenus une sorte de sanctuaire. Dans la voiture, avec le monde qui passait en ton atténué à travers les fenêtres, il pouvait respirer, réfléchir et simplement exister sans la pression de répondre aux attentes de quiconque. Le silence du chauffeur n'était pas le genre de silence froid et indifférent, mais plutôt celui de quelqu'un qui comprenait que les mots n'étaient pas nécessaires. La route s'étirait devant, et le chauffeur la prenait à un rythme qui reflétait le besoin de calme de Lucas, sans poser de questions, sans empiéter sur le calme. C'était un arrangement simple, mais que Lucas avait appris à apprécier profondément. Les petites gentillesses, attendre qu'il ajuste son siège, ralentir pour chaque bosse sur la route, même faire des détours pour éviter les embouteillages. Tous ces gestes en disaient long sans qu'aucun mot ne soit échangé. Cela permettait à Lucas de se concentrer sur lui-même, de naviguer dans le paysage intérieur de sa propre récupération sans se sentir pressé ou jugé. Et bien que Lucas ne se soit pas encore complètement réconcilié avec les changements dans sa vie, la patience silencieuse du chauffeur offrait un petit mais constant rappel qu'il n'avait pas à se précipiter. Il n'était pas nécessaire de se forcer à retrouver le rythme qu'il maintenait autrefois. Le voyage, tant en voiture que dans sa propre vie, avançait à un rythme qui respectait où il en était maintenant, et non où il était auparavant. Le trajet vers la maison, ou vers tout autre endroit où Lucas devait se rendre, devenait une sorte de sanctuaire. Avec les fenêtres légèrement ouvertes et le doux bourdonnement du moteur en toile de fond, Lucas pouvait fermer les yeux et laisser le monde passer sans effort. La douleur ne disparaissait pas, mais au moins il ne luttait pas pour suivre. Dans ces moments calmes, le poids de ses blessures semblait un peu moins étouffant, et pour cela, il était reconnaissant. Les actions réfléchies d'Anna n'étaient pas seulement pratiques. Elles offraient à Lucas l'espace dont il avait besoin pour guérir, sans se sentir vaincu par ces circonstances. Chaque geste, de son rythme patient à la compréhension silencieuse du chauffeur, lui rappelait qu'il n'était pas seul dans cette épreuve, même si c'était parfois ce qu'il ressentait. En arrivant chez lui, Lucas ressentit une angoisse accablante, comme un battement de tambour résonnant dans ses oreilles. Anna le regarda avec inquiétude, mais il était trop tard pour faire demi-tour. Lucas se sentait simplement obligé de terminer ce qu'il avait commencé. Ce n'est qu'alors que ses efforts seraient justifiés, et personne ne pourrait douter de sa détermination et de son aptitude. En sortant de la voiture, il frissonna sous le vent froid et s'approcha de la porte. Il avait ses clés avec lui, ainsi que son portefeuille et son smartphone, qu'il avait au moment de l'accident. En insérant la clé dans la serrure, Lucas tenta de la tourner, réalisant qu'elle ne correspondait plus. Bianca a changé les serrures. Elle s'est adaptée à la nouvelle réalité rapidement, je dois dire, murmura Lucas en remettant la clé inutile dans sa poche et en appuyant sur la sonnette. Instantanément, une mélodie joyeuse et familière remplit l'air. Anna se tenait un peu en retrait, attendant patiemment de voir ce qui allait se passer. Bientôt, des pas résonnèrent au fond de la maison, et la porte s'ouvrit, révélant la silhouette robuste de l'amant de la femme de Lucas, vêtu du propre peignoir de Lucas. Ce peignoir avait été un cadeau d'anniversaire de la défunte mère de Lucas, et cet idiot le portait sans une once de culpabilité. Stupéfait par une telle audace, l'homme d'affaires resta figé, défiant l'amant du regard.
Qui est là, chérie? J'espère que ce n'est pas encore pour les factures. J'ai déjà tout payé 1 mois à l'avance pour qu'on puisse se détendre au resort. Entendit-on la voix langoureuse de Bianca derrière l'étranger. Lucas pâlit et serra les poings avec douleur. Bianca comprit tout instantanément. Sans honte devant son amant, elle tomba à genoux. « Lucas, je t'en supplie, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que tu penses, je te le jure. Je croyais qu'il ne te restait que quelques jours à vivre. Le médecin n'a donné aucun pronostic, et les miracles n'existent pas. Ou peut-être que si, mon cher. » Lucas serra les dents et murmura entre ses mâchoires crispées. « Je te donne 5 minutes pour rassembler tes affaires et quitter cette maison. » L'amant de Bianca redressa ses larges épaules et regarda le propriétaire avec un air moqueur. « Écoute, homme d'affaires inachevé, va te faire soigner et arrête d'interférer dans la vie des gens normaux. Dommage que tu ne te sois pas écrasé pour de bon à l'époque. » Lucas serra sa canne si fort que ses doigts blanchirent. « Tu n'auras pas à attendre, espèce de salaud. Tu pensais m'avoir enterré vivant, mais j'ai survécu contre toute attente. Et je suis sûr que l'accident a été mis en scène. Je m'assurerai de découvrir la vérité. » À cette mention, le type recula immédiatement, abattu, et se retira tristement dans la maison pour se changer. La relation féerique avec Bianca prit fin aussi brusquement qu'elle avait commencé, et il était maintenant temps de régler les comptes pour tout ce qui s'était passé. Bien sûr, Lucas ne pouvait pas prouver l'implication de Bianca dans l'accident, mais à la place, il coupa toutes ses sources de revenus, bloquant toutes ses cartes et comptes depuis longtemps. Lucas avait autrefois sorti Bianca de l'obscurité provinciale, faisant tout pour qu'elle se sente comme une femme d'affaires. Mais après une telle trahison, il ne pouvait pas lui pardonner. Il y a longtemps, Lucas avait sauvé Bianca de poursuites criminelles pour fraude, qu'elle prétendait ne pas avoir commises. En réalité, elle était une criminelle qui ne se souciait que de s'enrichir. Maintenant, en raison des nouvelles circonstances, Lucas appela de nouveau l'enquêteur et déclara que le dossier de son ex-femme devait être rouvert. En entendant cela, Bianca saisit un lourd vase pour frapper son mari à la tête, mais Anna fut vigilante et intercepta sa main juste à temps. Pendant ce temps, plusieurs voitures de police arrivèrent devant la maison et des agents en civil, armés jusqu'aux dents, descendirent pour arrêter Bianca et son amant. C'était fini. Lucas, de son côté, regarda tristement son ex-femme, qui était maintenant menottée, avant de s'évanouir d'épuisement. Si Anna n'avait pas été là, il aurait pu retomber dans le coma. Au lieu de cela, il s'effondra doucement au sol, soutenu par les mains attentionnées de la jeune infirmière. Lucas n'entendit pas le bruit de l'ambulance et ne se réveilla que le lendemain matin, surpris par des voix étouffées. Mais cette fois, ce n'était pas sa femme en train de discuter de son testament avec son amant. C'étaient ses amis fidèles et dignes de confiance, le concierge Pedro, la plongeuse Isabella et le jeune Tiago. En y regardant de plus près, l'homme d'affaires reconnut immédiatement le héros de la rue qui l'avait tiré de la voiture en feu, souhaitant rester anonyme. Enlaçant Isabella par les épaules, Tiago expliqua timidement qu'il avait décidé de disparaître par peur d'attirer trop d'attention. En entendant Tiago parler, Lucas ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de certitude grandir en lui. Tiago avait une aisance naturelle, une confiance qui ne semblait pas arrogante, mais plutôt ancrée et capable. Ses intuitions dans les affaires étaient aiguisées, et sa compréhension des gens l'était encore plus. Lucas se surprit à penser que Tiago ferait un excellent gestionnaire pour le restaurant. C'était une pensée qui persistait, se solidifiant à chaque interaction. Tiago n'était pas seulement un travailleur acharné. Il avait la vision, les qualités de leadership et le calme sous pression que Lucas recherchait depuis longtemps. Et Lucas n'était pas le seul à ressentir cela. Isabella, qui avait été là depuis le début, partageait ce sentiment. Sa promotion en tant que serveuse avait été bien méritée, une reconnaissance de son dévouement et de l'attention aux détails qui était devenue sa marque de fabrique. Mais Lucas savait qu'Isabella pouvait aller bien plus loin qu'une simple promotion au poste de serveuse. Directrice adjointe peut-être? Ou quelque chose de plus adapté à ses compétences et à ses ambitions. La vérité, c'est qu'Isabella avait gagné le droit de choisir son propre chemin au sein du restaurant. Son travail acharné n'était pas passé inaperçu, et Lucas était plus que disposé à lui offrir le rôle qu'elle souhaitait. Il lui faisait entièrement confiance. Isabella avait prouvé à maintes reprises
qu'elle n'était pas seulement une employée fiable, mais quelqu'un qui comprenait l'âme de l'entreprise. Elle avait un œil pour les détails, une manière d'accueillir les clients et une capacité innée à gérer la pression sans faillir. Plus d'une fois, elle était intervenue pour gérer des situations délicates avec grâce, transformant des problèmes potentiels en opportunités. C'est pour cette raison que Lucas avait appris à dépendre d'elle, non pas simplement en tant qu'employé, mais comme une véritable partenaire dans le succès du restaurant. Et son avenir y était à elle de définir. Dans tous les cas, Lucas était prêt à la soutenir dans ses choix. Si elle souhaitait assumer un rôle de gestionnaire aux côtés de Thiago, il s'assurerait que cela se réalise. Si elle préférait rester dans son poste actuel et continuer à évoluer à son rythme, cela lui conviendrait aussi. Lucas ressentait un profond respect pour eux deux. Ils étaient l'épine dorsale de son entreprise et il voulait les voir prospérer, non seulement pour le bien du restaurant, mais aussi pour eux-mêmes. Finalement, il était clair pour Lucas que son équipe était en pleine évolution. Thiago, avec son potentiel de leadership, et Isabella, avec son dévouement inébranlable, représentaient l'avenir du restaurant. Lucas savait qu'il pouvait leur faire confiance pour mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Et peu importe ce qu'il choisirait de poursuivre, il serait là pour les soutenir à chaque étape. Mais avant tout, il voulait avouer publiquement ses sentiments à Anna, qui avait grandi dans son cœur à travers toutes les épreuves récentes. Des larmes scintillaient dans les yeux de l'infirmière, et sa réponse provoqua un tonnerre d'applaudissements de la part de tous les présents. « Oui, j'accepte, mais s'il te plaît, à l'avenir, évite les hôpitaux, » dit Isabella sur un ton mi-sérieux, mi-taquin, bien que l'inquiétude dans ses yeux soit indéniable. Thiago, se tenant à proximité, sourit chaleureusement, captant son sous-entendu subtil. Il ne put s'empêcher de lancer à Lucas un regard complice, suivi d'un clin d'œil amusé en direction d'Isabella, signalant sans aucun doute qu'il était en parfaite solidarité avec le jeune homme d'affaires. Ce n'était pas juste une plaisanterie passagère pour Thiago. Ce sentiment pour Isabella s'était approfondi avec le temps, une progression naturelle de l'amitié vers quelque chose de bien plus significatif. Alors qu'elle parlait, son esprit dériva un instant vers l'avenir, un avenir rempli de rêves partagés et, comme il y avait déjà pensé plus d'une fois, du bruit joyeux de petits pieds courant dans une maison remplie d'amour. Il s'était longtemps imaginé père, et en voyant Isabella maintenant, avec sa force, sa compassion et son sens de l'humour, il réalisa qu'il était prêt à construire cet avenir avec elle. 4 enfants, 5, qui savaient ce que la vie leur réservait. Thiago ne se souciait pas des détails. Ce qui importait le plus pour lui, c'était la fondation qu'ils posaient ensemble. Le respect mutuel, l'amour et la compréhension, c'étaient les piliers de toute relation solide. Et avec ces bases en place, le reste suivrait naturellement. L'idée du mariage, de fonder une famille, ne lui semblait plus un rêve lointain. Cela lui paraissait réel, tangible. Thiago savait que s'ils continuaient à nourrir ce qu'ils avaient, tout le reste, le mariage, les grossesses, les tétées nocturnes et le joyeux chaos des enfants, se mettrait en place en son temps. Il pouvait déjà l'imaginer, les rires remplissant leur maison, le sourire radieux d'Isabella alors qu'elle courait après leurs enfants, et Lucas leur rendant visite en tant qu'ami proche de la famille, offrant peut-être encore ses conseils et sa sagesse. Mais avec moins de visites à l'hôpital. La vie avait une façon de se dérouler de manière inattendue, mais Thiago se sentait prêt pour tout ce qui viendrait ensuite. Si l'amour et le respect étaient au cœur de tout, il savait qu'ils pouvaient construire une vie magnifique ensemble. Ainsi, alors qu'ils se tenaient là, échangeant des regards avec Isabella, le cœur rempli d'espoir et d'anticipation, Thiago se sentait plus certain que jamais que ce n'était que le début d'un long et épanouissant voyage. Ensemble, ils feraient face à tous les défis que la vie leur lancerait, toujours avec amour, rire et un peu de taquinerie pour les porter à travers chaque étape.